Il n'en tint presque pas compte, ce n'était qu'une allusion, apparemment inoffensive. Les affaires l'avaient convoqué hors de la ville, et il avait laissé Suzanne, sa femme, avec un itinéraire complet, comme d'habitude. Elle lui décrivit aussi minutieusement son calendrier. Après tant d'années de mariage, cela s'était fait naturellement. Hurley, un homme aimable et heureux, toujours souriant, travaillait pour son employeur en tant que spécialiste du dépannage et négociateur. Bien qu'elles ne soient pas régulières, des visites d'affaires comme celle-ci ont lieu plusieurs fois par an. Le long voyage de cette semaine loin de chez lui devait s'étendre jusqu'à samedi. Prévoyant d'arriver à Seattle après minuit, il a réservé un vol pour samedi soir au départ de Los Angeles à 9h15. Il a insisté pour que Suzanne ne se présente pas à l'aéroport de Seattle-Tacoma. Il avait plutôt l'intention de rentrer chez lui en bus, qui le déposerait à la porte de Bellevue à 1h30 du matin le samedi. Le jeudi matin, l'accord a été conclu de manière surprenante. À 11h, les personnes avec lesquelles il négociait ont signé l'accord, puis sont partis gérer une catastrophe sur la côte et dans l'une de leurs entreprises. Il a modifié ses billets après être arrivé à Los Angeles tôt ce matin-là. Il a dit à Suzanne qu'il serait à la maison dans l'après-midi et a téléphoné à la maison depuis le téléphone de bord pendant tout le voyage. Elle était au travail, naturellement. Cherchant dans son attaché-caisse son numéro de téléphone professionnel, il tente de la joindre au bureau. Sa secrétaire lui dit, « Jensen, Sharon et Anderson, comment puis-je vous aider ?»« Oh, où est Jennifer ?» demanda le premier. Jennifer était la secrétaire personnelle de Suzanne. D'habitude, ses appels arrivaient directement sur son bureau. La secrétaire de Madame Conroy ne sera pas au bureau aujourd'hui ni demain. « Comment puis-je vous aider ?» demande la réceptionniste. « D'accord, puis-je parler à Madame Conroy ?» La réponse, quelque peu terrifiée, fut « Madame Conroy. Qui est à l'appareil ? S'il vous plaît, reliez-moi, c'est son mari. » « Oh, Madame Conroy est actuellement occupée et je ne sais pas quand elle sera disponible, » dit la réceptionniste après une courte pause. « Puis-je lui laisser un message ?» Hurley s'arrête un instant. Il raccroche en disant « Non, je lui parlerai chez elle ce soir. Dites-lui simplement que j'ai appelé. » Quelque chose dans cet appel ne lui semblait pas normal, mais il lui fallut encore une demi-heure pour identifier précisément ce que c'était. Suzanne lui avait assuré au téléphone hier soir qu'elle serait au bureau toute la journée aujourd'hui. Pourtant, elle pouvait être en train de travailler sur une affaire juridique ou avec un client et ne pouvait pas être distraite. L'absence de Jennifer était le principal problème. Suzanne avait décidé que Jennifer devait travailler aux mêmes heures qu'elle. Hurley se souvient que, sauf en de rares circonstances, Jennifer quittait le bureau en même temps que Suzanne. Hurley est arrivé à la maison vers 18h35, le jet a atterri à Seattle à l'heure prévue. L'absence de Suzanne est surprenante, la maison est sombre. À ce moment-là, sa femme rentrait pratiquement toujours à la maison. Hurley déballa ses affaires, tria son linge sale dans le panier à linge avant de se changer. Il prépara un sandwich au fromage grillé pour le dîner lorsque Suzanne n'était pas rentrée à 20h, puis se détendit devant la télévision en l'attendant. Il commença à s'inquiéter au fur et à mesure que le temps passait et que Suzanne n'était toujours pas rentrée du travail. A-t-elle eu un accident ? Si une telle chose s'était produite, quelqu'un aurait laissé un mot ou appelé à la maison au moins une fois. Trop nerveux à propos de Suzanne pour rester assis, il se rendit compte qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. Lorsqu'il essaya d'appeler le numéro de son téléphone portable, il reçut un message disant que le numéro n'était pas accessible. Le plus probable, pensa-t-il, est que le téléphone est éteint. Je me demande pourquoi elle avait besoin de l'éteindre, se dit-il. À 21h20, l'indice que quelque chose n'allait pas s'est transformé en un véritable charbon d'inquiétude lorsque son téléphone portable personnel s'est mis à sonner. Il l'a saisi et a entendu la voix de Suzanne. Ses premiers mots, d'une voix normale, étaient « Je commençais à m'inquiéter que quelque chose n'aille pas, tout va bien pour toi. J'ai appelé l'hôtel après le dîner et ils m'ont dit que tu avais quitté l'hôtel. » Oui, les plans ont juste changé un peu, a-t-il dit. Où es-tu ? Je suis chez moi. Je viens de finir de nettoyer la cuisine. Je me sens si seul ici ce soir. Seras-tu à la maison dimanche comme prévu ? Les yeux fixés sur la cuisine sombre et vide, il dit, oui, je serai à la maison toute la journée de dimanche, pas de problème. Ce matin, nous avons transféré nos négociations au siège de la société. Vous pouvez me joindre sur mon portable. Sa femme disparaît et la vaisselle du dîner qu'il a préparé s'empile dans l'évier. A-t-il eu quelque chose d'inhabituel aujourd'hui ? Aujourd'hui ? J'ai essayé de vous joindre cet après-midi au bureau. Hurley ne comprenait pas, oh, eh bien, non. Rien de spécial. Je devais être au téléphone avec John Sticker à ce moment-là. Cette semaine, il m'a aidé à comprendre ce qui s'est passé avec le comte de Melrose. Je lui dois beaucoup pour cela,
dit-elle d'un ton qui semblait porter un sens caché. Suzanne est aux anges. Chérie, après avoir réussi à éviter tout problème avec ce compte, il semble que je vais obtenir un partenariat. Monsieur Jensen me l'a pratiquement promis. N'est-ce pas remarquable? Bien sûr, ma chérie. Je suis désolé de ne pas avoir été là ce soir pour commencer la fête tout de suite. Elle a ajouté, ne t'inquiète pas, mon amour. Nous pourrons fêter cela dimanche, quand tu rentreras à la maison. Don est en retard. Tu me manques beaucoup. Je me sentirai seul dans ce grand lit ce soir sans toi. L'appel se termina par quelques minutes supplémentaires de discussion sur les affaires domestiques. Early était assis en train de réfléchir au mensonge que Suzanne venait de lui servir. Ses lèvres avaient un goût désagréable et son estomac se retournait. Jusqu'à ce soir, il ne s'était jamais demandé si son mariage et son amour étaient solides. Il n'en était plus si sûr. Early se coucha tard, se tortillant pendant plusieurs heures avant de s'assoupir seul dans le grand lit, le même lit dans lequel Suzanne s'était plainte d'être seule. Les yeux grands ouverts, il se réveilla à 7 heures du matin, regardant le plafond et essayant de planifier sa journée. Il s'est rendu compte vers 9 heures que Suzanne ne rentrait pas à la maison. C'est la réceptionniste qui lui a répondu au téléphone à son bureau. Plutôt que de demander à Jennifer, il a demandé à parler à Madame Conroy. Il a remercié la réceptionniste lorsqu'elle lui a dit que Madame Conroy n'était pas disponible, qu'il ne s'agissait pas d'un problème urgent et qu'il rappellerait lundi matin. Oh, cela devrait être fantastique. Lundi, Madame Conroy devrait arriver au bureau à 9 heures. Vous pourrez l'appeler à ce moment-là, lui répondit-on aimablement. Early monta dans le SUV après avoir rassemblé quelques informations dans les dossiers de travail de sa femme. Ils avaient acheté l'Explorer vert foncé uniquement pour se rendre dans les montagnes des Cascades ou pour tracter leur caravane de camping. C'était une voiture qu'aucun de leurs amis ne connaissait. Il s'est rendu au bureau de Suzanne à Bellevue depuis le garage Mercedes. En traversant lentement le parking, il confirma l'absence de la BMW grise de Suzanne. Le cœur serré, il est parti chercher l'adresse de John Sticker dans ses dossiers. Il est arrivé devant la maison située dans la partie boisée du quartier aisé de Medina. Une clôture en briques rouges de 8 pieds de haut entourait le terrain, projetant des ombres profondes sur les grands sapins. En roulant lentement, il a remarqué que la BMW de Suzanne était rangée près du garage, placée délibérément de manière à ne pas obstruer l'allée circulaire. Sa vision s'assombrit immédiatement et il s'arrêta sur le bas-côté de la route pour se rafraîchir et s'éclaircir les yeux. Early se dirigea vers Bellevue et s'arrêta pour prendre un petit déjeuner. Il s'assit à la table et commanda des gaufres belges et du thé à 11h30. Le café rendait son estomac trop inconfortable et il doutait de pouvoir manger la gaufre. Il mangea avec précaution, s'efforça d'avaler chaque bouchée et finit par terminer son repas. Il quitta le restaurant après avoir payé l'addition. 1 heure plus tard, il reprit la route qui passait devant la maison de Sticker. Suzanne y avait encore sa voiture. Plus d'1 heure de conduite inutile plus tard, il repassa devant la maison. Sa voiture était toujours là. En proie à toutes sortes d'émotions, il rentra chez lui en pensant à ce qu'il restait de sa femme et de la vie qu'il avait aimée. Pourrait-il un jour sourire à nouveau? Se demanda-t-il. Il se détendit le reste de la journée. Il mangea des encas légers, des fruits, des boissons et du cola pour calmer son appétit, car il ne pouvait pas se résoudre à cuisiner. Alors qu'il s'apprêtait à aller se coucher, Suzanne l'appela sur son portable à 21h45, seul dérangement. Elle se plaignait une fois de plus de la taille et du vide de leur lit sans lui. Early a ri, en essayant de ne pas paraître déprimée, et a affirmé qu'elle n'avait honnêtement pas réalisé à quel point un lit aussi grand pouvait être solitaire. Interloquée, Suzanne demanda ce qu'il voulait dire. Il a écarté la remarque, pensant qu'elle devait se sentir très seule en dormant seule. Il lui a assuré qu'il l'aimait plus que la vie elle-même avant de couper le téléphone. À minuit, il s'est finalement forcé à aller se coucher. Il a la tête qui tourne. Elle ne l'a jamais vraiment aimé. Cherchait-elle à le punir de quelque chose? Non, c'était elle qui était concernée et non lui. Qu'est-ce qui n'allait pas? De quoi avait-elle encore besoin? Pouvait-il peut-être même le lui fournir? Comment pourrait-il arranger les choses? Pendant une autre nuit, il se tourna et se retourna, se réveillant à 8 heures du matin, agité. Early s'assit dans le salon, les lumières éteintes et les rideaux fermés. Il était presque 10 heures lorsqu'il entendit la BMW de Suzanne entrer dans le garage. Elle arriva quelques instants plus tard, portant un minuscule sac de voyage, par la porte reliant le garage à la cuisine. Depuis son grand canapé en cuir foncé, il l'a vue entrer. Elle portait une jupe à carreaux et une chemise sans manches d'un cramoisi éclatant. Elle avait défait les 2 premiers boutons de son chemisier en soie. Elle a traversé la cuisine, l'air calme et frais. Sur son cou fin, le cadeau qu'il lui avait offert pour leur 3e anniversaire,
le collier Tycoon, scintillait. Elle s'arrêta au milieu de la cuisine, regardant le désordre dans l'évier. Early n'avait pas pris la peine de mettre les verres sales de la veille au lave-vaisselle, ni même de nettoyer la vaisselle après le petit déjeuner. Suzanne vit aussi la bouilloire remplie d'eau qui chauffait sur la cuisinière. Elle traversa la cuisine, où un peu de lumière filtrait à travers les rideaux fermés, en regardant autour d'elle d'un air méfiant. Elle s'arrêta dans la salle à manger et regarda les rideaux des portes coulissantes qui donnaient sur le patio. Avant de commencer, elle examina chaque coin et chaque recoin. Elle glissa son sac de voyage sur une chaise, puis se faufila dans le salon et, saisissant le tisonnier près de la cheminée, se retourna pour faire face à la pièce. Early, assis silencieusement dans le fauteuil, porta sa tasse à ses lèvres pour siroter du thé, attirant enfin l'attention de la jeune femme sur sa présence fantomatique. « Oh mon Dieu, Early! Tu m'as fait mourir de peur. Tu es arrivé à quelle heure ?» La voix de Suzanne s'éteignit. Early laissa le silence s'étendre. Quelques minutes seulement s'écoulèrent, mais avant qu'il ne réponde enfin, elles parurent bien plus longues. D'habitude si animé et vif, son discours semblait sans vie. Quelques jours. Lorsque Suzanne recula, ses genoux semblèrent fléchir, presque comme si elle était tombée dans le fauteuil en face de son mari. Son visage s'est figé dans un état de surprise. « Pourquoi n'avez-vous pas partagé avec moi? Pourquoi n'as-tu jamais téléphoné? De quel endroit avez-vous été hébergé ?» Early répondit d'une voix dépourvue de sentiment, tout en prenant une nouvelle gorgée de thé. « J'ai appelé. Jeudi après-midi, j'ai téléphoné. Ni au bureau, ni chez vous. Jennifer l'a également manqué. » Il laisse le silence s'étirer une fois de plus, puis boit une autre tasse de thé. « Vous m'avez appelé alors que j'étais assise dans mon fauteuil. J'ai passé la nuit dans ce grand lit vide dont vous avez parlé. » Elle semblait seule. Dehors, sous la chaleur du soleil, une voiture est passée. Deux voisins ont commencé à se disputer bruyamment, et un de leurs chiens a commencé à aboyer bruyamment aussi. Le salon était faiblement éclairé, tous les rideaux et stores étant fermés. Les cris étouffés de Suzanne étaient le seul son à l'intérieur. Early but une autre gorgée et continua avec la même voix morte et sans expression. « Pour une raison ou une autre, je doute que le lit dans lequel vous avez dormi ces 2 dernières nuits ait été si solitaire. Voulez-vous m'en informer? Suzanne, pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? » Suzanne pleurait à présent à chaudes larmes, sa tête tournoyant d'un côté à l'autre tandis qu'elle se couvrait le visage de ses paumes. « To, je t'aime. Rien de tout cela n'a de rapport avec vous ou nous. Essayez de comprendre. Je me suis senti obligé de le faire. Cela n'a rien à voir avec nous ou avec mon amour pour toi. C'est ridicule, Suzanne. Comment ta trahison n'a-t-elle rien à voir avec nous? Je pensais que je devais le faire. J'essayais de rembourser John pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Cela n'a rien à voir avec mon opinion sur toi. Cela n'a aucun rapport avec l'affection que j'ai pour vous. » De bonne heure, il regardait sa femme siroter un thé. Il finit par se lever pour aller remplir sa tasse à la cuisine. « Suzanne voulait quelque chose, lui demanda-t-il. Elle secoua la tête sans le regarder. Elle ne le vit pas non plus retourner s'asseoir. « Eh bien, ma femme, demanda-t-il, dites-moi, pourquoi avez-vous eu l'impression d'être redevable à Stacker? Et pourquoi as-tu violé tes vœux de mariage envers moi? » Puis, tout à coup, il réfléchit. « Est-ce qu'il t'a fait chanter avant de te soutenir dans l'affaire Melrose? » Non. Oh non, ce n'était pas comme ça. C'est un homme très noble. Ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait m'aider, et qu'il savait que je n'étais pas dans le pétrin. Il n'aurait jamais demandé une chose pareille. Il n'attendait rien en retour. Donc, puisqu'il n'a pas demandé, il était trop noble pour vous suggérer de rompre vos vœux. Pourquoi t'es-tu porté volontaire? Ai-je bien entendu? Qu'est-ce qui m'échappe? Tout cela semble si vulgaire. Suzanne a répondu, sa voix s'élevant, ce n'était pas du tout comme ça. Il le méritait, je te le répète, cela n'avait rien à voir avec toi, moi ou nous. Early questionne, presque en criant, ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'un problème avec moi a mené à ça? Non. Suzanne a crié. Je devais trouver un moyen de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Quand il a aidé Melrose, il l'a fait pour toi et moi. Son aide nous sera bénéfique à tous les deux. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour lui. Ça n'avait rien à voir avec mon amour pour toi. Après un moment de silence, Early déclara doucement, puisque tu es si contrarié que la description que je fais de ton rendez-vous te semble de mauvais goût, cela veut-il dire que c'était merveilleux pour toi? Le silence s'installa entre eux avant qu'Early ne le rompe une fois de plus. La voix d'Early manquait d'expression, mais Suzanne sentait un tremblement dans ses mots. Tu te souviens, Suzanne, que je t'ai toujours dit que j'avais juré de t'appartenir. Et tu m'as toujours dit que tu m'appartenais, plusieurs fois, tu m'as dit que tu étais entièrement à moi,
généralement sans qu'on te le demande. Tu te souviens à quel point je croyais fermement que nous nous appartenions l'un à l'autre? Oui, je t'appartiens vraiment. Ça n'a rien à voir avec toi ou avec nous. Early fit remarquer, d'une voix calme mais tranchante, oh, Suzanne, comment peux-tu dire une chose et puis une autre si contradictoire? Tu ne vois pas la contradiction? Suzanne sanglote, ça ne veut rien dire, Early. Je suis toujours là. Rien n'a changé en moi. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis à toi. Tout ce que nous vivons nous change, ajoute Early. Tu viens de revenir après avoir passé 2 nuits au lit avec un autre homme. Sa voix tremblait à mesure qu'il continuait. Tu as été intime avec un autre homme, tu as fait des choses qui ne devraient être partagées qu'avec quelqu'un que tu aimes. Combien de nuits as-tu passé avec lui, Suzanne? Était-ce seulement 2 nuits? Combien y en a-t-il eu d'autres? Early reprit, sa voix redevenant passive après un long moment de contrôle émotionnel. Que cela m'aide, Suzanne, mais je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres hommes ont mérité d'être récompensés par ce qui n'appartenait qu'à moi. Vous me dites que vous êtes à moi, puis vous vous révélez par inadvertance. Suzanne secoua la tête, rejetant les remarques d'Early alors que son corps tremblait de sanglots. Ses épaules tombaient, elle semblait rapetisser. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains couvraient son visage, ses cheveux tombaient sur lui. Tandis que sa femme se recroqueville sur sa chaise en face de lui, de longs moments de silence s'écoulent, l'homme restant assis en silence, perdu dans sa contemplation. La pièce est plongée dans la pénombre et les seuls bruits sont ceux du monde extérieur, un monde dans lequel les voisins savourent une belle journée calme. À l'intérieur de la pièce, hormis les pleurs de Suzanne, le silence régnait jusqu'à ce que le carillon de la cheminée sonne doucement midi. Je te jure que je t'aime autant maintenant que dimanche quand je suis parti pour Los Angeles, mais je ne sais pas où nous en sommes. Tu me répètes que ta trahison n'a rien à voir avec moi. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Je n'ai plus confiance en toi et je ne sais pas comment j'ai pu te faire confiance. Early a poursuivi, si tu suggères que je te trompe pour équilibrer la balance, alors c'est fini entre nous. Tout d'abord, si tu te soucies si peu de ma fidélité, cela montre le peu d'estime que tu as pour moi. Deuxièmement, 2 mots ne font pas un bien. 2 torts sont 2 fois plus graves qu'un seul. Après un moment de silence. Se levant doucement de la chaise, il posa la tasse de thé vide sur la cheminée et se dirigea vers la salle à manger. Là, il tira les rideaux pour laisser voir leur jardin impeccable. Suzanne s'efforça de l'entendre parler sur ce ton. Suzanne, je veux te secouer si fort que tes dents claquent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à une femme auparavant, surtout pas à mon amour, et oui, ce serait une très mauvaise idée pour moi de rencontrer John Stacker maintenant, malgré tes allusions au fait que c'est toi qui l'as séduit. Suzanne soupira doucement, essayant peut-être de cacher qu'elle avait séduit John. Early continue, tu as dit que ce n'était pas une idée. Maintenant qu'il a goûté à vos fruits, qu'il a obtenu sans aucun effort de sa part, ne s'attend-il pas à ce que ces fruits soient disponibles pour lui? Quoi que vous lui expliquiez, il est convaincu que vous êtes facile à vivre. Early regarda autour du salon et eut l'impression de pénétrer dans une caverne noire, bien loin de la lumière de leur jardin. Il s'est arrêté, puis a dit doucement, Suzanne, je t'aime. Dans les mois à venir, nous pourrons parler de ce que le mariage signifie pour chacun d'entre nous. Peut-être pourrons-nous réussir à rester ensemble. Il a ensuite écarté les portes vitrées menant à la cour et est sorti à l'extérieur. Sa femme pleurait lorsqu'il a refermé la porte derrière lui.